Dis-nous, le troisième. Troisième, je vais faire une petite pause dans ma saga Ligue 1. Je vais partir en Première Ligue cette fois, enfin Ah, viser un club de Première Ligue ah. avec un joueur d'Eredivisie pour le coup que je vais envoyer en Première Ligue. Ok. Pour moi, c'est même un mouvement qui fait sens. Si je te dis défenseur néerlandais du coup qui part en Première Ligue à l'hiver, est-ce que ça te rappelle la trajectoire de quelqu'un, enfin qui signe dans un gros club de Première Ligue à l'hiver? Est-ce Quelqu'un que qui tu venait penses? de FC Groningen? Par exemple, enfin, ou qui était peut-être déjà en première ligue, oui, mais qui est passé par Groningen à un moment donné. Ah, oui, oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu Southampton par la suite, c'est vrai. Bah oui, bien Ouais, entendu, Van Dijk, le plus grand défenseur de Liverpool de tous les temps, bien sûr. exactement. Donc, je pense qu'il y a un mouvement à faire du point de vue néerlandais à Liverpool, sachant que Ah, Arne Slot est pour l'instant encore sur le siège d'entraîneur, que Virgil van Dijk est bientôt sur la fin. On l'a vu, malgré la prolongation de contrat, il a eu beaucoup de relâchements. Et pour moi, il y a un besoin presque crucial de recruter en défense centrale avec les blessés. Je vais revenir un petit peu après avoir présenté le joueur en question. Et je vais piocher en Eredivisie, où il y a un club légendaire, mythique, peut-être un des plus grands clubs de l'histoire du football, et plutôt à la peine, on va dire, ces dernières années, c'est l'Ajax Amsterdam. Et il y a un profil en défense centrale, un gaucher, justement, je voulais un gaucher aussi, qui voilà, crève l'écran quand même, enfin, ou qui arrive à surnager du moins dans le marasme de l'Ajax. C'est Yuri Bass. d'accord. Yuri Bass, défenseur central gaucher des Pays-Bas. Voilà donc que je vais chercher à l'Ajax Amsterdam et que j'envoie à Liverpool à l'hiver. 1,88 m, donc quand même gros gabarit quoi. Un Hmm, peu comme Van Dijk. Un central droit qui peut jouer aussi central gauche, mais aussi latéral et milieu gauche. Donc il est quand même très polyvalent. Il est plutôt propre quand même dans ses actions défensives sur la quinzaine de premiers matchs de l'Ajax en championnat, où hmm, Amsterdam justement galère, comme je disais. C'est un jeune, il est quand même responsabilisé malgré tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pépettes du côté de l'Ajax, où voilà, il y a plutôt de la crise dans les bureaux. ouais. En plus du terrain, même, voilà, il y a toujours l'exode des gros talents, des pépites de l'Ajax, et ça n'en dément pas. Et Hmm, lui, je pense que c'est le prochain à passer le pas. Il débarquerait donc à Liverpool cet hiver où il y a un central néerlandais pas trop mauvais qui pourrait le mentorer avant d'en faire, je pense, son successeur, qui suivrait presque une trajectoire logique, le même gabarit puisqu'il rejoindrait Liverpool à l'hiver, etc. Dans le même secteur, on va dire, plutôt centre du terrain, du coup, au milieu plutôt, il y a quand même Gravenberch juste devant lui au milieu de terrain. Donc, pareil, adaptation, ce serait idéal avec un autre néerlandais. Arne Slot pour le moment sur le banc. Il y a Frimpong à droite. hmm, Contexte pour moi idéal pour son adaptation, voilà, pour qu'il arrive et qu'il se mette vite dans le bain. On en parlait dans les prédictions de Première Ligue en début de saison. Moi, j'avais dit que Liverpool serait pas champion. Et pour l'instant, ça me donne plutôt raison. Donc, je dis, enfin, si on tire des conclusions un peu hâtives, pour moi, ils sont hors course pour le hmm, titre en Première Ligue. hmm, Je pense qu'ils vont pas lâcher le championnat pour autant parce qu'ils ont une hmm, stature à maintenir, etc. Mais pour moi, il peut prendre des minutes, justement, dans ce contexte où il y aura de la compétitivité, mais pas non plus de l'acharnement. Peut-être qu'ils vont plus se focus sur la Ligue des Champions et peut-être quand même viser podium ou top 4 de Première Ligue. Donc voilà, il y aura des minutes pour le banc, pour se focus sur la compétition européenne. Et pour moi, voilà, Yuri Bass, il a tout pour réussir, à prendre en maturité aux côtés de Van Dijk, parce qu'il a quand même écopé de quelques cartons jaunes et cartons rouges en Eredivisie. Sachant que le secteur défensif de Liverpool est gangréné par les blessures, que ce soit Van Dijk qui a quand même des pépins physiques, forcément, l'âge avançant, mais aussi Joe Gomez, qui est une rotation, mais qui s'est fait une blessure d'entrée, là, d'où la rentrée de Salah sur le dernier match avant la CAN, au bout de, je crois, 8 minutes, 9 minutes, hmm, qui s'est pété, donc un peu relou, vu que la défense était déjà amoindrie depuis l'été, ou alors ils avaient quand même investi sur Léoni en provenance d'Italie, mais qui s'est fait les croisés, je crois, direct dès l'intersaison. Donc out toute la saison. Donc il y a un vrai besoin en défense centrale à Liverpool. Yuri Bass a le profil, les caractéristiques pour justement se faire une place là-bas. Et il a une valeur qui est pour l'instant optimale pour un club qui a déjà beaucoup dépensé et qui va pas non plus pouvoir
dépenser encore 150 millions. Enfin, ça m'étonnerait. J'espère pas, parce que ça commencerait à déréguler. Et moi qui suis pas fan de Ouais, la politique de Chelsea, par exemple, en la matière, j'ai pas envie que Liverpool s'y mette non plus. ouais. 16 millions d'euros seulement, entre guillemets, sur Transfermarkt. Contrat jusqu'en 2028. Pour moi, c'est une opportunité à saisir avant que d'autres ne le fassent. Parce qu'un central gaucher, ça reste quand même assez rare. Enfin, il y a moins de gauchers que de droitiers dans le football. Il y a un autre profil que j'aurais pu envoyer ailleurs ou à Liverpool, auquel on peut penser plutôt au Portugal. Je pense à Gonçalo Inácio du Sporting, coûte beaucoup plus cher. Mais pour moi, Yuri Bass, justement, c'est un peu un profil de gaucher intéressant aussi à développer et qui répondrait aux besoins immédiats comme futurs de Liverpool. Voilà, Yuri Bass, retenez ce nom, qui est pour moi le futur du football néerlandais, sachant que bah, Huijsen a choisi la nationalité espagnole, que De Ligt peine à confirmer. Pour moi, c'est un joueur qui sera à la Coupe du Monde ou aux Euros en 2030, quoi. Ah oui, oui, parce que je pensais que tu disais la Coupe du Monde. Ah oui, bah, c'est vrai que ça peut être celle de 2026. Je sais pas si tu penses à celle-là, parce que du coup, je vois qu'il n'est pas encore sélectionné, je crois, visiblement. Non, 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 je pense que ils vont faire une dernière danse avec Van Dijk, Oui, c'est etc. ça. Et après, je pense que ça va être le moment de commencer à faire du recyclage, entre guillemets, et à commencer une nouvelle page. Pour moi, Yuri Bass, si on le voit en 2028 ou en 2030, je suis pas surpris. Donc ça veut dire aussi que, en tant que fan de Liverpool, forcément, je suis très, très, très intéressé. Ça veut dire qu'un Konaté a de quoi trembler, là. Bah, pour moi, je pense que c'est un joueur ouais, qui peut soit venir concurrencer Konaté, qui est annoncé au Real Madrid quand même. Je pense, enfin, voilà, il y a des joueurs qu'on n'arrête pas d'envoyer au Real Madrid, forcément, que ce soit Upamecano au PSG ou à Madrid, que ce soit Schlotterbeck au Barça ou à Madrid, que ce soit Konaté au Barça ou à Madrid, plutôt au Real visiblement. Mais pour moi, justement, il y aurait toute une logique et tout un cycle que ouais, j'ai pas développé sur Konaté. Mais ouais, il y a toute une logique pour moi dans le fait de recruter un central gauche qui plus est néerlandais. Parce qu'il y aurait du coup l'apprentissage auprès de Van Dijk, auprès de Konaté bien entendu, même si voilà, ce serait pas dans la langue maternelle, etc. Mais voilà, profil très intéressant, très prometteur. Pour moi, c'est le successeur d'un des deux en défense de Liverpool, ou voilà, le successeur de Van Dijk, de Ligt aux Pays-Bas, si les deux devaient tourner la page de la sélection dès 2026. Ok, intéressant. Intéressant. Franchement, je t'avoue que je ne le connaissais pas, mais lui, je pense que je vais particulièrement le suivre. Parce qu'effectivement, je pense qu'il ne ferait pas tâche dans notre équipe qui, en fait, en vérité, quand tu regardes, Van Dijk, c'est un peu l'arbre cette saison. Alors qu'il est même pas au sommet de son art, hein, mais c'est l'arbre qui cache un peu la forêt défensivement, quoi qu'on n'a pas besoin de cacher, parce qu'on voit à quel point on n'est pas bon. Mais Mm. derrière, la rotation ne suit pas, quoi. Même quand on a été champion, voilà, c'était pas la grande rotation du siècle qu'on avait. Voilà, il n'y a même plus de rotation, quoi. C'est ce que je disais, il y a trop de Il n'y avait plus de blessés, ils sont rotation. obligés de mettre limite Andy Robertson en défense centrale, des fois. Ou Mm. alors faire redescendre un milieu de terrain comme Gravenberch ou comme Ouais. enfin voilà, enfin il y a des réajustements qui sont pas top top. Pour moi, un mec en plus en défense centrale, ce serait vraiment pas du luxe quoi. Ok, je prends note, je prends note. Mais écoute, t'as parlé d'un talent de Redivisie qui va en Angleterre. Je vais parler d'un talent de Redivisie qui va en Angleterre, tout simplement. Voilà, donc on est tout simplement télépathe. Voilà, merci cher Arthur pour la passe décisive. Moi, j'ai parlé forcément d'un talent, je pense, qui est connu, en tout cas dans un certain continent, c'est sûr qu'il est très connu, et en Europe, je crois qu'il fait vraiment son petit bonhomme de chemin. Un bon attaquant, très intéressant du côté de Feyenoord, il s'appelle Ayaze Weda. Ah oui. Ah Mm. oui, voilà, forcément. 27 ans, donc c'est plus un petit jeune espoir. Il a prouvé dans beaucoup d'endroits. Forcément, ça fait depuis un moment qu'il marque comme un fou. D'abord dans son pays natal au Japon, et puis bah il est passé encore une fois par ma précieuse Belgique, talent, pays révélateur de talent. Il y a rien à faire. Il était du côté du Cercle de Bruges. Donc pas le club de Mm. Bruges, le mauvais Bruges cette fois-ci, une équipe bien mid, mais là où il a pu mettre presque la moitié des buts du Cercle de Bruges, Mm. 22 ou 23, dans une équipe qui en a marqué 50 en championnat. Hein. Donc il a fait vraiment une seule saison. Il a fait une Drogba OM. Il vient, il fait son Veni Vidi Vici et puis il s'en va. Mm. Et puis bah là, il est maintenant du côté de Feyenoord. Là, et actuellement, il a 18 buts cette saison en 17 matchs en championnat. Et en fait, je trouve qu'il repose son jeu sur d'abord un sens du but phénoménal.
Vraiment phénoménal, vraiment une finition aussi vraiment régulière. Et c'est ça en fait qui me marque, c'est sa régularité saison après saison à être vraiment intéressant. Et en fait, bah, je me suis fait le calcul, t'es déjà en Eurodivisie. Honnêtement, c'est peut-être le sommet des championnats hors top 5. Donc, vas-y, je t'envoie dans ce que moi, je considère le sommet du top 5, bah, du coup, la première ligue. Et je l'envoie, alors, pas dans un grand club, quoique, enfin, c'est pas un grand club, mais un club que j'aime bien, depuis qu'ils ont transféré un de mes chouchous de football manager, encore une fois, mais qui était aussi passé par le Standard de Liège, ce qui fait que je l'aime bien. Un Français, Anthony Knockaert. Qui était passé du côté de Brighton. Et donc c'est pour ça que j'envoie mon cher Ueda à Brighton, non pas parce qu'il n'aurait pas, selon moi, le niveau pour jouer, je sais pas moi, à Newcastle ou à Manchester United ou quoi, mais en fait j'apprécie le fait que enfin, j'ai envie de l'envoyer dans un club où il ne sera pas dans une instabilité particulière. La particularité des clubs anglais, des fois, c'est qu'on te met une pression incroyable. J'ai même pensé à l'envoyer aux Spurs, pardon, je suis pas en NBA, mais je veux dire à Tottenham, mais je me suis dit, mais même à Tottenham, en fait, avec la mauvais résultat, il pourrait avoir une Ouais, pression du style, tu dois jouer maintenant, en fait, t'es notre sauveur maintenant. Et en plus, là-bas, il y a une concurrence, laisse tomber en attaque. ouais. Enfin, c'est surtout qu'il y a un surnombre incroyable d'attaquants. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, je t'envoie dans un club qui joue quand même les 10 premières places, qui pourrait jouer une qualification européenne, même si c'est pas évident cette saison par rapport aux autres saisons. On a connu un meilleur Brighton. Voilà, c'est la troisième moins bonne attaque, mais derrière Everton et derrière Sunderland, parmi les 10 premiers, hein. Mais sauf qu'à Brighton, je trouve qu'il n'aura pas à changer, encore une fois, comme Franck Koulinodjou, à changer complètement son jeu. Les attaques sont placées, la circulation de balles est là, le volume de jeu au sol est plutôt solide. C'est un jeu qui me fait penser, je suis souvent allé voir des matchs d'équipe hollandaise, parce que du coup forcément c'est à côté, et ça ressemble, il y a des points de similitude, c'est pas la même chose, mais il y a des points de similitude où les Hollandais aiment beaucoup jouer au sol. Et donc je me dis, bah écoute, si, en fait il manque juste un buteur qui va pouvoir vraiment concrétiser. Je pense pas qu'un Welbeck ou un Rutter actuellement soient des concurrents féroces. En plus, il peut jouer soutien d'attaque. Donc, Mm. encore une fois, je remets pas en cause leur qualité. Le Welbeck, c'est un joueur que j'apprécie. Mais je me dis, c'est pas des gens qui ont montré que ouah, ils sont indéboulonnables. Surtout si c'est un Weda qui vient, qui a vraiment prouvé et qui l'a. Peut-être je m'attendais un peu plus avec lui en Europe, mais je me dis, bon, c'est pas grave, il peut encore le faire. Il pourra encore le faire enfin, plus tard avec une équipe qui est bien basée autour de lui. Ouais, profil intéressant, t'as raison. J'avais pensé justement en regardant un peu en Eredivisie, honnêtement, justement, je voulais croiser un peu entre la sélection japonaise et entre l'Eredivisie, savoir s'il y avait des pépites, j'ai hésité à le prendre. Mm. Mais ouais, profil très intéressant, comme tu le disais. Brighton, très bon choix pour moi. C'est vrai qu'il s'implémente très bien dans le collectif, sachant qu'il y a déjà Kaoru Mitoma à l'aile gauche, son compatriote japonais. Donc Mm. forcément, il y aurait une connexion qui serait évidente, on va dire. Même si les résultats du Japon ne sont pas toujours constants, on va dire. Mais il y aurait une connexion qui serait évidente, une adaptation qui serait facilitée, pareil. Et comme tu disais, c'est vrai que la concurrence à l'heure actuelle, ce serait Jorginho Rutter, je crois, qui a mis un ou deux buts cette saison. Ouais. Ça reste quand même très très maigre, comme tu disais, c'est une mauvaise attaque. Et si son concurrent, c'est Danny Welbeck, qui est le meilleur buteur, je crois, du club pour le coup cette saison, qui est bientôt à 10 buts. Il faudrait que je revérifie. Mais Welbeck, c'est un joueur qui est plus sur la fin que sur le début pour le coup. Oui, c'est ça. Si son concurrent, c'est Welbeck, qui a 35 ou 36 ans. Je pense que la réflexion elle va être vite faite. Que voilà, c'est Ueda, il a tout à y gagner à rejoindre un club où il n'aurait presque pas à forcer pour prendre la place, puisque Welbeck va bientôt prendre la porte, quoi. Ou Mm. bientôt ralentir ou chercher peut-être un challenge sportif différent, la MLS ou l'Arabie Saoudite, un dernier gros contrat. Mm. Enfin, c'est pas impossible, même si j'adore le joueur et que je serais pas surpris Ouais. qu'il reste là pour l'amour du jeu, un peu comme James Milner, un peu plus bas sur le terrain. Mais ouais, comme tu disais, profil très intéressant dans un secteur pourvu, mais pas très efficace. Ouais, exactement. Donc voilà pour moi mon troisième pick. On passe aux deux derniers. On est bientôt sur la fin. Ouais. Dis-nous. Retour en Ligue 1 pour moi, on va faire un peu Ah.
le trajet retour en Eurostar. On va passer, après avoir parlé d'attaque en berne et de milieu en berne, si je te fais parle d'un club qui peine à trouver un gardien de but en Ligue 1. Oh, un gardien de but en Ligue 1. Euh, Il y en a plusieurs, c'est vrai, mais ouais, le Stade honnêtement. Brestois, moi j'aurais m'intéresser au Stade Brestois. Ah, ok, d'accord. Bah oui, c'était un des. Ok, d'accord, c'était un des Il y avait clubs, ça. Monaco, il y avait Brest, il y avait... Ouais, en fait, je pensais à Monaco, mais je me suis dit, bah, Radekif, finalement, il est pas trop mal. Mais ok. Ouais. Du coup, je pensais à Brest qui, depuis le départ de Marco Bizotte, peine à trouver son karaté dans les cages, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Majeski, justement, de Monaco, qui est cataclysmique, qui pour moi répond pas du tout aux attentes et qui coûte beaucoup trop de points à Brest. Ou Romain Del Castillo, par exemple, peut pas tout faire non plus en attaque. Où Kamori Doumbia peut pas non plus faire toute la magie un peu plus bas sur le terrain. Pour moi, il y a une pièce où il faut investir, c'est un gardien de but au Stade Hmm, Brestois qui était quand même en Champions League la saison passée. Là, le soufflet, c'est pas qu'il est redescendu, c'est que voilà, il a cramé quoi. C'est catastrophique. Je m'attendais pas à un downfall pareil. hmm, Je les voyais plutôt rester quand même dans le top 10 quoi. Pareil, je les voyais presque à la limite devant le Paris FC. hmm. Et c'est pas brillant là pour l'instant, c'est pas glorieux. Donc j'ai pensé à un gardien qui pourrait être intéressé par un challenge comme Brest, qui était européen il n'y a pas si longtemps, qui peut avoir des ambitions et qui peut être un bon tremplin, comme ça a pu être le cas pour Bizot qui est parti à Aston Villa quand même juste derrière malgré son grand âge, qui a eu la trentaine passée. J'ai pensé à un gardien un peu plus jeune, moi, qui a 25 ans je crois, et qui jouait la Champions League en début de saison, qui va pas la jouer encore très longtemps, hein, très sincèrement, vu que je vais le chercher en Azerbaïdjan, Oula! qui joue à Karabag. Voilà, donc club maintenant assez reconnu en Europe, quand même, Karabag, avec Oui. des placements qui sont toujours aussi rudes pour les clubs portugais, par exemple, qui sont à l'autre bout. Mais du coup, je vais me pencher sur un gardien qui a quand même réalisé 21 arrêts en Champions League depuis le début de la campagne 2025-2026. C'est le Polonais Mateusz Kochalski. Voilà, donc gardien de but de 25 ans de Karabag, qui a joué 6 matchs du coup en Champions League cette saison à Karabag, en plus du championnat local. Donc voilà, un gardien de but encore à consonance polonaise comme Majewski. Il y aurait peut-être voilà, une adaptation qui serait facilitée par Majewski, qui est, je crois, franco-polonais, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être qu'il pourrait l'aider voilà, à communiquer, etc. Donc pareil, pour moi, il y a toujours le relationnisme qui est intéressant, même au-delà du terrain, à avoir. Donc Mateusz Kolaszewski pourrait en bénéficier avec des joueurs d'Europe de l'Est aussi, ou des joueurs qui ont des doubles nationalités. Comme je le disais, il a fait 21 arrêts en Champions League. C'est plus que Nick Pope, par exemple, de Newcastle. Non, c'est autant, je crois, que Nick Pope de Newcastle. C'est plus que Jan Sommer ou Manuel Neuer. Donc forcément, il est plus sollicité parce que c'est Karabag. Mais il a fait 21 arrêts, c'est pas rien. Un seul clean sheet. Mais bah, évidemment, forcément, à force de se prendre des ogives en pleine face, tu finis par craquer. Donc c'est un peu logique d'avoir qu'un seul clean sheet. Ce que j'apprécie aussi, c'est sa capacité à relancer. Il a 70% de réussite à la relance, à la passe. Donc c'est un joueur qui est plutôt propre dans un club où forcément bah, la passe, ça dépend à la fois du passeur et aussi du receveur. Oui. Donc la qualité des mecs à la réception n'est pas forcément... peut être pénalisante pour lui, on va dire, pour avoir des stats encore plus ronflantes. Voilà, donc pour moi, il y a un... Enfin, je trouve que c'est un profil qui est cohérent, qui peut être intéressé par un challenge en Ligue 1 avant de pas forcément viser plus haut, parce que bah voilà, passer de Karabag à Brest, je sais pas quelle peut être l'étape suivante. Est-ce que ça peut être par exemple un premier de Première Ligue à un moment donné? Est-ce que ça peut être un QPR en deuxième division par exemple, où le gardien peine à être trouvé? Voilà, donc pour moi c'est un gardien qui peut trouver son compte en venant ici. Karabag risque de sauter assez rapidement en Champions League, donc voilà, ça peut être crédible de quitter comme ça en cours de saison. Ça reste quand même peu crédible, c'est possible, mais c'est un profil et un poste à explorer quoi qu'il arrive du côté de Brest. Il est évalué, je crois, à moins de 2 millions sur Transfermarkt, donc c'est une opportunité qui est crédible aussi du point de vue financier pour Brest, où les finances sont pour le coup pas du tout extensibles. Donc Kochelski ou un autre gardien un peu du même registre. Voilà, c'est
des profils sur lesquels il faut se pencher du côté de la Bretagne. Est-ce qu'avec ce gardien, ton petit club d'Avranches aurait réussi à se qualifier? Bonne question. Vous avez une heure. On peut le dire quand même, hein, quel exploit quand même. Mais bon, Bel c'était pas avec exploit. Lewandowski, mais Non, forcément, mais bel exploit pour le foot normand, là, qui à Avranches, Bayeux, qui va recevoir Marseille. On a hâte. ouais, franchement, ouais, non, mais c'est vrai que pour revenir à Brest, effectivement, qui a perdu ce match contre Avranches, au-delà de ce match perdu, c'est la dynamique qui a complètement Mm. changé du tout au tout. Tu as vraiment utilisé la bonne expression. C'est même pas le soufflet qui est redescendu, vraiment, ça a vraiment cramé. Et pourtant, bah, quand tu regardes les joueurs, tu te dis, bah, il y en a beaucoup qui étaient encore là lors du conte de fées qu'on a tous vu, vécu, Ah oui, oui. apprécié. Donc, c'est sûr que c'est pas un gardien qui va tout changer. Visiblement, il y a quelque chose au fond qui pose problème. Il y a un truc, il y a un problème de fond. Mais c'est sûr qu'un gardien, ça rassure toujours. Bizotte, clairement, je m'en souviens, on parlait de. Enfin, il était dans les débats, dans les discussions de meilleur gardien de la saison. Alors que cette saison, il y avait vraiment des gardiens qui avaient fait de grandes choses. Donnarumma, bien sûr, de manière classique, mais surtout, Bulka. Mm. Ouais, non, franchement, il avait son nom dedans. Donc c'est vrai que réussir à être l'héritier de ça, c'est pas évident. Je pensais honnêtement que Maeski allait pouvoir un peu s'en sortir. Maeski qui d'ailleurs a été l'équipier de Ayeze Ueda au Cercle de Bruges d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, non, franchement, je pensais qu'il allait être mieux que ça. Là, je crois que c'est qui? C'est comment il s'appelle le joueur qui joue à sa place maintenant? Euh, Grégory Couder. C'est Couder, ouais. Mm. Voilà, Mais qui est là, qui c'est un fait. bon joueur pour le coup, Couder, mais c'est peut-être pas Non. forcément le joueur qui va te faire passer un step non plus. Mhm. Maintenant, c'est vrai que c'est pour ça que je pensais à un joueur un peu comme Kochalski, qui, au-delà du profil, a de l'expérience, du haut niveau, et qui a 25 ans. Pour moi, il a un tempérament aussi qui peut être un peu plus trempé, on va dire, un peu plus inoxydable, on va dire, qu'un Milevski qui reste psychologiquement, je pense, ça va pas être facile de rester sur des échecs pareils, que ce soit à Monaco et là, actuellement à Brest. Je pense que, voilà, au-delà du nom que j'ai cité, je pense que c'est le profil en lui-même. Si on regarde d'extérieur, sans, voilà, en anonyme, entre guillemets, un mec de 25 ans qui a connu la Coupe d'Europe, quel que soit enfin, le championnat ou l'équipe dans laquelle il l'a fait, je pense que c'est beaucoup mieux qu'un joueur de la vingtaine passée à peine pour Maïeski. C'est quand même un autre profil dans un club où tu as besoin ouais, de connaître le haut niveau, quoi. Ouais, je comprends, tout à fait, tout à fait. Bah écoute, tu parlais d'un gardien de but, je vais rester dans la défense. On va aller du côté de la République tchèque. Voilà. Oh, On va prendre nos petites. Si on est en Europe, nos cartes d'identité. Si vous êtes en dehors, vos passeports. Et hop, direction tout l'Est, bien à l'Est. Un bon pays que j'ai aimé à l'époque de Milan Baroš et Pavel Nedved à l'Euro 2004. Mais qui a aussi un bon cru dans son championnat domestique. Et là, du coup, bon, on va aller à Victoria Pelzen où il y a un certain Samson Doué. Samson Doué, défenseur central, ok, défenseur central de 24 ans. Actuellement, et il a été aussi la saison passée, il fait partie des leaders de stats défensives en Europa League, en Europa League, oui. La saison passée, c'était en Conférence League, il fait partie des leaders, si pas le leader en termes de tacle réussi, il me semble, mais ça c'est encore à vérifier. Je le vérifierai après, mais en tout cas, dans les leaders, ça, c'est sûr qu'il en fait partie. Et ça fait 2 saisons de suite qu'il est dans ces stats-là, en haut du panier, en interception aussi. Enfin, il y a un vrai talent. Et puis, j'ai essayé de regarder un peu ses vidéos sur YouTube, ce qu'il y avait, etc. Et je vois que balle au pied, bah, c'est aussi pas mal. Alors forcément, il joue dans une équipe en championnat qui est habituée à avoir une défense haute. Par contre, en Europe, forcément, ils sont moins favoris, ils sont moins dominants, donc ils doivent un peu plus jouer bas. Et des fois, il joue à 3 derrière, des fois, il joue à 4 derrière, et des fois, quand il joue à 4 derrière, des fois, il est back droit, mais généralement, il joue au centre. Donc, ça montre une polyvalence, tant dans le positionnement
que dans le système. Donc du coup, ouais, moi ça me plaît, ça me parle et je trouve qu'il est grand temps, 24 ans, c'est bon, je pense qu'il est temps qu'il traîne sa carcasse à la John Smalling dans un des cinq grands championnats européens parce qu'il en a vraiment le talent. Quand on est deux saisons comme ça, une des références bien sûr européennes, c'est pas la référence, mais une des références européennes, c'est que on a quand même un bon talent et surtout que en arrivant à Victoria Pelzen, sa valeur était de 800 000 euros. Et là, aujourd'hui, sa valeur est de plus de 5 millions. Je crois qu'elle a 6 millions selon Transfermarkt. C'est une estimation, mais ça montre une vraie dynamique de progression dans un championnat voilà, qui n'est pas non plus à dénigrer. Donc, ouais, moi, je trouve que la progression est vraiment nette. Donc, voilà, je l'envoie dans la ligue défensive, forcément. Là où on apprend le catenaccio, je l'envoie en Serie A. Et j'hésitais avec des petits clubs pour commencer. Puis je me suis dit, non, tu sais quoi, il a été une des références depuis 2 ans en Europe, en Europa League, en Conference League, c'est vrai, c'est pas la Ligue des Champions. Mais cela étant dit, je l'envoie quand même à l'Atalanta. Voilà. Je Ah, l'envoie. Ah oui, oui, monsieur, je l'envoie à l'Atalanta. Pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Atalanta, en championnat, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. hmm. Donc là, je crois qu'ils sont dixième entre la neuvième et la onzième place au championnat. En Europe, en Ligue des Champions, ça va dans le sens où ils sont encore dans les places qualifiables. Ils sont pas dans le top 8, mais ils sont dans les places qualifiables. J'avais fait un épisode récemment avec Charbot sur dans notre chaîne. On parlait du fait que Monaco pouvait prendre exemple peut-être sur l'Atalanta qui ne marque pas beaucoup, mais qui aussi ne concède pas beaucoup en Ligue des Champions et qui fait que bon, aujourd'hui ils sont presque au même bilan comptable que Monaco, sauf dans les points où ils sont bien supérieurs, même si Monaco a récemment redressé un peu la barre. On espère qu'ils vont se qualifier. Mais voilà, l'Atalanta en championnat, c'est pas trop ça. Moi, j'enverrais bien justement un Samson Doué pour un peu bousculer la hiérarchie, parce que ce sera un peu la difficulté, tout comme un peu Lizakovic dont je parlais au début. C'est que la défense, enfin, les joueurs sont établis. C'est pas non plus comme si c'était la crise incroyable. Tant qu'ils ont ce parcours en Europe, ils vont pas encore parler de crise, je pense, du côté de l'Atalanta. Mais une fois qu'ils seront éliminés, je pense que là, ce sera très compliqué, tant pour le coach que pour les joueurs. Et en fait, moi, je vois bien un Doué, ouais, bousculer un peu la défense, et d'autant plus qu'il en a le talent, quoi. Donc, et puis apprendre la maîtrise défensive. À 24 ans, encore une fois, on se rapproche quand même de la période où on donne aussi ce qu'on a reçu, mais on est encore en apprentissage. Donc, je le vois bien une année, voilà, voir un peu comment, c'est quoi le haut niveau défensif, même si c'est plus la Serie A n'est plus ce qu'elle était avant. Hein. Voilà, en termes défensifs, c'est sûr qu'elle n'est plus ce qu'elle était avant. Mais cela étant dit, voilà, c'est toujours difficile de marquer, sauf si tu t'appelles Cristiano Ronaldo, c'est toujours difficile de marquer 30 buts, 40 buts sur une saison, parce que c'est compliqué, c'est la culture là-bas. C'est vraiment pour moi une transition pour lui, je trouve, parce qu'il peut mériter un peu mieux. Mais voilà, l'Atalanta, c'est un gros risque. Si ça va lui demander de commencer par le banc. Mais pourquoi pas? Let's go. Ouais, profil intéressant, c'est vrai aussi. Je regardais un peu, pareil, quand tu présentais. C'est vrai que pour le coup, l'Atalanta, on est loin de l'époque où il y avait Attebourg à son prime, Raphaël Toloi, etc. Toute la troupe qui a fait le Final Four là, de Champions League. C'est vrai qu'on est plus sur une période un peu plus molle, même s'il y a quand même des gros joueurs prometteurs pour moi, quand même, en défense et dans les buts aussi. Mais c'est vrai que ouais, ça se ferait pas de mal un peu de régénérer encore tout ça. Ouais, exactement, exactement. On va finir avec le dernier. Le dernier, je sais pas si c'est le meilleur pour la fin. J'avoue que moi, celui que j'ai gardé, c'est le meilleur pour la fin. J'ai pas fait exprès. Honnêtement, j'ai pas fait exprès, mais voilà. Dis-nous, qui tu as? Moi, c'est pas le meilleur, je pense. Forcément, j'ai parlé de joueurs peut-être plus importants précédemment. On va encore continuer d'aller un peu dans l'Est, encore plus dans l'Est. On va Ah, aller en première Liga, en D1 russe, ah, où il y a un aussi. joueur que j'apprécie, mais depuis très longtemps. Et j'ai commencé à le suivre, pareil, un peu comme tu disais tout à l'heure pour Football Manager. J'ai commencé à le suivre à cause de FIFA à un moment. Et depuis, je regarde maintenant ce qu'il donne dans la vraie vie, mais ça fait presque 10 ans maintenant. On est ouais, 2025-2026, ça va faire bientôt 10 ans. Ah, quand même. Un joueur qui répondrait aux besoins de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, de quoi a besoin l'Olympique de Marseille, me direz-vous? Eh bien, c'est bah, le technicien même de l'Olympique de Marseille qui a donné la réponse en conférence de presse. Je crois que c'était après un match de Ligue 1, il n'y a pas si longtemps que ça.
qui disait qu'il manquait du monde un peu au milieu de terrain, dans le cœur du jeu, plutôt numéro 10 ou un peu sur le côté, etc. Sachant qu'il y a Peixiao qui, pour l'instant, met du temps à démarrer, on va dire. Il y a Greenwood de l'autre côté qui cartonne. Il y a des blessés, il y a Ahmed Junior Traoré sur lequel moi je mise personnellement encore énormément et qui pour moi va cartonner, qui est un joueur absolument incroyable, mais qui pour l'instant peine à rester disponible physiquement simplement. Il y a Gouiri qui est pas là, etc. Donc il manque quand même un profil offensif selon moi, un joueur qui serait capable de jouer sur l'aile parce que Peixiao est quand même un peu difficile en ce moment et je pense qu'il faut le concurrencer. Et un joueur qui est capable de jouer dans le milieu, dans le cœur du jeu, pour voilà, porter la balle simplement, comme le disait De Zerbi. Il manque un porteur de balle, quoi, pour servir Greenwood dans la profondeur ou Aubameyang pour éviter qu'il manque de lucidité devant le but, parce qu'il fait quand même des grosses courses du haut de ses 75 ans. Du coup, maintenant, une fois qu'on a établi ce constat-là qui est plutôt factuel, hein, on ne peut pas dire il ment des masses en disant ça, Roberto De Zerbi, je me suis penché sur le profil d'un joueur que je connais depuis l'Independiente, pardon, qui joue à ce moment-là donc en Argentine. Il est passé par un championnat que je chéris particulièrement, la MLS, du côté de Atlanta United, et qui donc évolue depuis, je crois, 2024 du côté du Spartak Moscou, qui est un international jeune argentin qui a fait ses classes auprès de Julian Alvarez en sélection de jeunes, donc c'est dire à quel point il était quand même prometteur. Il a fait la Coupe du Monde du vin avec Alvarez, par exemple. C'est Ezequiel Barco. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ce nom. Ouais, du tout. C'est un milieu offensif capable de jouer donc sur la gauche aussi, milieu gauche ou attaquant gauche, ailier gauche, qui évolue donc au Spartak Moscou depuis un an ou deux maintenant, et qui donc a fait donc les sélections de jeunes avec l'Argentine, qui a un profil très technique, très petit aussi pour le coup, qui fait moins d'1,70 m, un milieu très offensif, très intéressant, qui a eu je crois un peu des casseroles avec la justice malgré tout, mais voilà forcément, enfin on va pas s'attarder dessus, mais c'est vrai que quand tu as Greenwood déjà dans l'effectif, je pense que tu peux peut-être faire un effort pour un autre qui est potentiellement un Je le casier. reconnais, moi, Arthur. On le reconnaît bien. Il est de retour. Mais du coup, je m'intéresse à Ezequiel Barco, que je connaissais avant ses casseroles avec la justice, je précise. Joueur très technique, très fin, capable de porter la balle sur des longueurs de terrain pas possibles. C'est un joueur qui a un cardio assez zinzin, qui manque parfois quand même de lucidité dans le dernier mètre, mais c'est pas forcément ce qu'on va lui demander, vu qu'il a Greenwood, Aubameyang, Gouiri devant lui ou à côté de lui. Il a un très bon pied. En D1 russe, là, cette saison, il a fait 18 matchs, 4 buts, 3 passes D. Donc, et 100% titularisé. Donc forcément, c'est quelque chose, on voit qu'il peut enchaîner, etc. Il a joué quasiment toutes les minutes de son équipe. Enfin, c'est juste une bête physique, même s'il a un tout petit gabarit d'1,70 m à peine. Joueur très technique, qui a performé dans tous les championnats dans lesquels il a pu évoluer. Donc ça montre que je pense que l'adaptation ne sera pas non plus compliquée dans un championnat où je pense que les défenseurs seront moins rustres qu'en Russie, où quand même les gabarits sont plutôt du niveau Golgoth, quand on voit qu'il y a eu des Samuel Gigot, des joueurs comme ça qui ont pu s'éclater là-bas. Donc qu'un joueur d'1,66 m soit 1,70 m par là se fasse une place dans le championnat russe, c'est pas anodin pour moi. C'est un joueur du coup ouais, très technique, comme je le disais, qui peut porter la balle. Milieu offensif, capable de jouer sur la gauche, là où il y a du besoin aussi à Marseille pour concurrencer, slash soulager. Il a tout pour réussir. Pour moi, c'est un joueur qui, s'il a fait les sélections jeunes avec une génération aussi relevée que celle de Julian Alvarez, où on voit où est-ce qu'il est actuellement, ben, je pense que c'est pas anodin et qu'il a un profil encore exploité malgré justement le fait que bah, la génération Alvarez, c'est 25-26 ans maintenant. Il a quand même, je pense, encore 5-6 ans devant lui. Même si je le vois pas rester dans la durée à Marseille, un peu comme tous les autres joueurs de l'OM, où il y a une instabilité chronique. Mais voilà, c'est un joueur sur lequel il faut se pencher. Profil encore très prometteur selon moi, qui est même pas estimé à 15 millions d'euros, moins que ça. Contrat qui court encore pour 1 ou 2 ans. Donc ça peut se négocier peut-être autour des 15-20 millions grand max, sachant qu'il y aura peut-être des sorties comme Neil Maupay du côté de Marseille. Donc je pense que la balance peut se rééquilibrer. Je ne dis pas que Maupay va sortir pour 20 millions. Mais si tu arrives déjà à en prendre 4 ou 5, si tu arrives à gratter avec d'autres joueurs, des jeunes par exemple aussi, qui peuvent éventuellement être vendus,
Ben, je pense que c'est un ajout, un implément qui peut être judicieux. Ezequiel Barco, qui ben, a fait les Jeux Olympiques aussi avec l'Argentine en 2021, c'était à Tokyo. Voilà, il a peut-être encore des ambitions en sélection nationale, pas forcément pour l'été prochain, bien entendu, peut-être pour celle d'après, où justement il pourrait évoluer avec un Alvarez qui aura pris le lead aux côtés de Lautaro Martinez. Je pense que ça peut être judicieux, sachant qu'on voit qu'un Balerdi peut être convoqué en étant à Marseille. Donc il y a de la visibilité. S'il performe sur la durée, je pense qu'il a tout à y gagner aussi, parce que voilà, en Russie, c'est peut-être un peu plus compliqué de le scouter quand on est Lionel Scaloni ou quand on est n'importe qui d'ailleurs. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pu être sélectionnés en sortant de Russie, même si on imagine que les salaires sont mirobolants. C'est pareil, c'est un peu comme Marcos Leonardo que j'évoquais tout à l'heure avec l'Arabie Saoudite. Il y aura des concessions à faire, mais je pense que sur la durée, il peut y trouver son compte. Ouais, ouais, ouais. Puis pas mal, hein, quand même. Je regarde un peu son palmarès. Enfin, il a un peu la culture de la gagne, quoi. Enfin, il connaît le chemin, quoi. C'est Ouais, intéressant. ouais, non, c'est un vrai gros joueur, enfin petit, mais très gros joueur, Mm. très intéressant pour moi, et je pense qu'il a tout pour réussir. Un mec, voilà, faux pied, justement, parce qu'il a le pied droit qui est en feu, qui peut jouer milieu gauche. Enfin, il peut se régaler avec un Greenwood qui repique, qui peuvent peut-être éventuellement intervertir pour provoquer du danger. Un Aubameyang qui peut le stabiliser, je pense, mentalement aussi. Mm. Je pense qu'il a tout pour réussir. Dans la ferveur de Marseille, c'est un joueur, bon, c'est peut-être un à double tranchant, certains diront, mais pour moi, il a tout pour réussir. Voilà, enfin, c'est un joueur phénoménal qui a besoin d'une chance en Europe occidentale. Ouais, pas mal. Ok. Bah, franchement, j'espère que on aura des retours de la part de fans ou de MLS ou argentins ou même marseillais hein, pour savoir ce qu'ils en pensent aussi. Moi, en tout cas, pour finir, je vais rester aussi du côté de la Russie. Donc, franchement, très très belle émission de télépathie, voilà pour le sponsoring. Mm. Mais franchement, très bon talent aussi, très gros talent. Mais du côté du champion en titre en fait, du côté de Krasnodar, moi j'ai parlé de Edouard Spertian ou Spertian, je sais pas comment on dit. Mais Ok. voilà, donc Edouard Spertian, c'est celui dont je suis le plus sûr du talent, de la qualité, de la fiabilité parmi mes 5 choix. Ça fait 4 ans qu'il crève l'écran. Ça fait un moment que il est maintenant le talent sur lequel reposent les espoirs de l'Arménie, parce que c'est un Arménien, Ouais. pour la suite. Forcément, ils ont connu Mkhitaryan, donc forcément là, ils attendent un peu le successeur, et je pense clairement que c'est lui. 25 ans, c'est le moment d'exploser. Le truc, c'est qu'il a vraiment fait toute sa carrière limite à Krasnodar. Tant en D2 que maintenant en première division. Donc je ne sais pas s'il est fiable en mode Team Duncan ou juste en attendant d'avoir juste l'offre idéale. Mais là actuellement ça fait un moment qu'il est là-bas. Mais cela étant dit, juste au niveau des stats, il a eu 14 buts, 14 passes il y a 3 ans, 11 buts et 7 passes il y a 2 ans, 11 buts et 7 passes il y a 1 an. Et là il a 8 buts et 13 passes en 18 matchs. Là c'est pour les stats. Et maintenant dans la vision, l'impression visuelle, clairement, il y a un gros volume technique, il y a une vraie vista, il y a un vrai style de jeu. C'est le joueur parmi les 5 où j'ai vu le plus de vidéos YouTube, le plus d'highlights. Généralement, c'est bon signe, mais voilà, clairement, il est vraiment très bon. Et je trouve que bah, s'il a réussi enfin, si son équipe a pu être championne, je crois, je n'ai pas vu la saison de Krasnodar, mais je crois qu'il a été un joueur majeur, donc ça me donne une idée de sa capacité à porter une équipe sur son dos, en fonction bien sûr du championnat, à relativiser bien sûr c'est le championnat russe, mais qui a aussi de très bons talents en Russie. Après, à voir, peut-être qu'il reste là-bas à cause effectivement des émoluments. Ça c'est encore à voir. Mais du coup, moi je l'envoie forcément, bah, c'est un technicien dans le pays des techniciens, en Espagne. Je l'envoie à la Liga et je l'envoie à Séville. Je, je l'envoie à Séville, encore une fois, comme Wolfsburg, un vestige national qui est un peu à la dérive actuellement. Dixième, Ah ouais. dixième en Liga, qui est vraiment pas en forme. Je crois que là-bas, il pourra aider notamment un certain Alexis Sanchez. Tu parlais de Marseille, ben voilà. Alexis Sanchez qui joue là-bas. Tu parlais de Marseille, ben Aspilicueta qui est là-bas aussi. Donc au final, voilà, des joueurs qui peut-être pensaient vouloir finir un peu leur carrière dans une meilleure atmosphère. On parle quand même de Séville, quoi. Donc je me dis qu'à un moment donné, surtout avec leur derby perdu, bien perdu contre les Betis, je crois que ça les a remis en place sur le fait que leurs joueurs offensifs ne sont pas harmonieux, ne peuvent pas correspondre. Alors bien sûr, ça fait un moment qu'ils sont en crise, hein, donc
Peut-être que on a perdu Arthur, on a perdu la caméra d'Arthur. Ah, Il y a attends, un hop, petit- Ah non, je te c'est vois bon. plus. C'est bon. Bon, Les touche aléas pas du à mes direct. skills. Ah, dès qu'on parle de la Russie, Arthur, il se déconnecte, hein, c'est normal. Ah non, pas du tout. non mais non mais pour finir non vraiment clairement je crois que Séville est en crise depuis un moment sportivement Ouais. donc Valence aussi a connu ça donc voilà ça peut arriver maintenant je crois que le sauveur ça peut être enfin peut prendre la forme d'un Edouard Spertian vraiment mi-offensif très très bon qui peut jouer sur les ailes qui peut jouer limite un peu en 8 mais très créatif donc voilà il y retrouvera d'ailleurs un certain Accor Adams qui a fait les beaux Ah, jours LOL à Montpellier donc voilà, qui a surtout fait les beaux jours des poteaux de Ligue 1. Je sais pas combien elle a touché. Donc voilà, accord, si tu nous regardes, on t'apprécie. Mais je pense qu'un Edouard Spertian va pouvoir vraiment vraiment faire du bien. Et lui, j'y crois vraiment vraiment en lui. Je crois vraiment qu'il est capable de devenir un grand talent. Séville, pour moi, c'est qu'un tremplin. ouais, je l'ai vu en rapide un peu avec sa sélection, très intéressant, comme tu disais, ouais. Ouais, aussi. Totalement d'accord. Aussi. Donc voilà, donc... Bah écoutez, dites-nous en tout cas en commentaire. Moi j'ai bien aimé en tout cas cet exercice. Assez Moi long, peut-être qu'on aussi. va le découper pour que ce soit plus digeste. Mais en tout cas, j'ai grave kiffé. Peut-être qu'on le fera pour l'été, qui sait, on verra. Mais dans tous les cas, bah voilà, ça montre qu'il n'y a pas que les 5 grands championnats. Comme tu l'as dit Arthur, le mercato hivernal est fait pour corriger les erreurs d'été. Donc en fait, on a surtout cité des clubs qui actuellement n'ont pas été terribles dans le mercato estivo, ce qui existe hein, pour tout le monde. Mais voilà, dans tous les cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On est là sur les réseaux, on est actif, on est présent. Et surtout, bah, si vous avez d'autres idées de sujets, bah, on est preneur. Maintenant qu'Arthur est de retour, c'est bon là, c'est reparti là. Donc voilà, en tout cas voilà. Prenez soin de vous. Merci Arthur d'avoir été là, c'était vraiment top. Et merci à toi, Et à c'était un bientôt. plaisir. Ciao. Salut!